Planète Jazz, le tour de l'actualité du jazz en 60 minutes. Avec des extraits d'albums, des concerts, des interviews en exclusivité, des événements et des livres. Une émission produite et présentée par Bob Garcia sur IDFM 98. Parmi les musiciens de jazz qui font l'actualité en ce début d'année 2013, un musicien surdoué, atypique, original, Médéric Collignon. Il a commencé le solfège à l'âge de 5 ans, il s'est mis à la trompette dès l'âge de 7 ans au conservatoire de Charleville-Mézières. Là, il a acquis une solide éducation classique, mais surtout une curiosité musicale insatiable. Il s'intéresse à des styles musicaux très différents qui vont influencer sa carrière, tels que le funk, le hard rock, le jazz rock, ou encore des musiciens classiques tels que Olivier Messiaen ou Varèse. Son instrument de prédilection est le cornet à piston de poche, mais il joue aussi de la trompette à coulisses, par exemple du bugle. Il joue également des claviers, des percussions électroniques ou de simples jouets. Et en parallèle, il utilise sa voix comme un instrument dans des improvisations qui mêlent scat, technique de beatbox et vocalisation dans le registre suraigu. Le tout agrémenté de toutes sortes d'effets électroniques pour déformer sa voix, l'amplifier ou la moduler. Musicien surdoué, on l'a dit, il se fait très vite une place à la mesure de son talent et de son originalité. Ses premières années à Paris, à partir de 96-97, l'amènent à jouer ou enregistrer avec les plus grands musiciens de jazz du moment tels que François Jeannot, Louis Clavis, Michel Portal ou encore Denis Badeau. Il fait partie de l'Orchestre national de jazz de Paolo Damiani et du Second Orchestre national de jazz de Claude Barthélémy. On le trouve aussi au sein du Sacre du Tympan de Fred Palem ou encore de l'Andy Hemler Mega Octet de 2004 à 2009 avec lequel il enregistre d'ailleurs 5 albums. Par la suite, il crée son propre quartet, Jukebox, avec lequel il enregistre, entre autres choses, 2 albums consacrés à Miles Davis. Parallèlement à ses propres créations, il participe à de nombreux projets et accumule les prix les plus prestigieux du jazz. En 2006, son album Porgy and Bess reçoit le Grand Prix du disque de la musique jazz de l'Académie Charles Cros. En 2007, il obtient les victoires du jazz dans la catégorie Révélation instrumentale française de l'année, c'est le prix Franck Thénault. En 2008, il remet ça avec le prix Django Reinhardt, conjointement avec la saxophoniste Géraldine Laurent, qui a été gratifiée du même prix la même année. En 2009, il obtient le Django d'or du spectacle vivant Spédidam. Et enfin, en 2010, les victoires du jazz dans la catégorie artiste ou formation instrumentale française de l'année. Et là, en fin 2012, il revient avec un album intitulé À la recherche du roi fripé, en hommage au répertoire du groupe de rock progressif King Crimson. L'album est déjà unanimement salué par la critique et lui a valu, entre autres choses, d'être en couverture du numéro 30 du magazine So Jazz. J'ai voulu en savoir un peu plus sur ce projet et c'est une interview exclusive pour Planète Jazz que je suis heureux de partager avec tous les auditeurs. Comment vous avez vu cette idée de rendre un hommage à King Crimson? Vous sortiez d'un disque sur un hommage sur Miles Davis, sur la première période électrique de Miles Davis. Et en fait, c'est au hasard d'une discussion, d'un échange avec un ami ingé son, Vincent Mahé, qui dans un avion qui nous menait avec le Mega Octet d'Andy Hemler, je crois à l'époque vers la Finlande ou je ne sais plus, dans son casque j'entendais beaucoup de sons de batterie très puissants, de sons de guitare orchestraux, de sons de chants aussi très très pop rock et tout, et j'avais pas de définition précise dans l'oreille, donc je demande qu'est-ce que c'est. Il me dit c'est du King Crimson. Et tu connais? Effectivement, je connaissais, mais quand j'avais 15-16 ans, tout ça. Et puis voilà, l'idée a germé à partir de là où il a dû me donner l'équivalent de 8 gigas de matériel, que ce soit du live, ou du disque, ou du concert. Et voilà, à partir de là, j'ai commencé à travailler. Alors le titre de l'album, évidemment, c'est une référence à King Crimson lui-même, à la recherche du roi fripé. Et il y a une petite allusion aussi à Robert Fripp, on peut peut-être rappeler. Voilà. Avec une faute d'orthographe. Robert Fripp, c'est l'instigateur du groupe, c'est un peu la tête chercheuse du groupe King Crimson. Et c'était pour faire évidemment un énième jeu de mots avec et le sens détourné de King Crimson, c'est-à-dire le roi pourpre, je crois, et
avec le nom de Robert, j'en ai fait le roi frippé, voilà. Et puis j'ai fait une référence visuelle aussi à la première pochette de ce groupe, c'est-à-dire cette espèce de gueule peinte par un jeune gars de 23 ans, je crois à l'époque, qui mort assez vite d'ailleurs, qui est complètement génial, quoi. Les bleus, les rouges sont saturés, on a une gueule qui s'ouvre à la bouche, comme ça, le cri et tout, mais voilà, j'ai voulu copier tout simplement et sans trop d'hommage, c'est plutôt un hommage, avec beaucoup d'humour, cette pochette. Vous êtes trop fort, Médéric Collignon, parce que vous lisez dans mes pensées. C'était ma prochaine question. J'allais vous demander justement cette couverture qui fait évidemment la vôtre fait allusion à celle du disque de King Crimson, mais votre cri à vous, quand on vous regarde, votre image, on se demande si c'est un appel, une exultation, un cri de révolte. C'est quoi exactement? Mis à part ce que vous venez de dire sur le c'est exactement ça. C'est souvent, je laisse libre cours à l'interprétation. Je fais, je dirais, 50% du travail, souvent, que ce soit en musique d'ailleurs ou dans la vie, et puis je laisse 50% aux gens quant à leur liberté de réagir sur l'objet que je leur fais entendre ou je leur montre. Et effectivement, c'est ce que vous venez de dire, que ce sont toutes ces questions. Est-ce que c'est un cri de détresse? Est-ce que c'est un cri de rage? Est-ce que c'est un cri de peur, etc. Ce sont les questions que je me pose aussi, et c'est peut-être un cri pluriel, tout simplement, par rapport à l'époque d'aujourd'hui. C'était tout simplement un cri aussi politisé, quoi. C'est pour ça que j'ai fait du rock avec le jeu de boxe dernièrement, peut-être pour plus facilement lâcher les chiens sur scène. Eh bien justement, voilà, une transition toute trouvée. Donc vous avez enregistré cet album avec votre quartet qui s'appelle Jus de Boxe, encore un jeu de mots à la Médéric Collignon. Boxe s'écrit B-O-C-S-E. Hein, c'est ça? Tout à fait, oui. Rapport avec le boxon, le brut. On l'a pas dit, hein. Et 2 quatuors à cordes. Alors c'est quand même pour rendre hommage à King Crimson. Et puis non, il y a quand même un truc extraordinaire dans votre disque, c'est qu'il n'y a pas de guitare surtout. Donc vous rendez hommage à un des plus grands guitaristes de l'époque des groupes rock progressifs qui était Robert Fripp. Il n'y a pas de guitare, mais en revanche il y a un quartet de jazz plus 2 quatuors à cordes. Comment vous est venue cette idée? Pourquoi ça? Pourquoi cette orchestration là? Ce qui est quand même excitant souvent dans la vie, ce sont des jeux, quoi, des challenges, des envies de courir plus vite pour certains, ou d'envoyer le ballon plus loin pour d'autres, ou voilà, de frapper une balle la plus rapide du monde, être le plus précis. Pour d'autres encore, c'est peindre avec la même couleur. Et puis moi les obsessions m'amusent, et je me suis dit, mais pourquoi pas retirer justement le cœur, quoi, de ce son frippien, et autant retirer la guitare. Et là, encore une fois, je m'attaquais à la montagne avec une petite cuillère, quoi. Mais c'est ça qui est marrant, c'est ça qui excitera toujours l'esprit, c'est quand on se crée une loi encore plus pénible, entre parenthèses, hein, mais avec grand plaisir, pénible, mais avec jouissance. Et c'est là où on trouve plus d'énergie et c'est là où se concentrent mieux les idées, en fait. J'en ai eu qu'une, en fait, c'est tout bête, c'est remplacer la guitare par un petit point un jour, puis tout à coup je me suis dit, mais par des cordes, mais oui, cordes égale cordes, mais combien? Après des discussions un peu chaudes avec des arrangeurs, avec des gens qui étaient un petit peu à la Rameau, avec des règles abscisses ordonnées, je me suis dit, mais avec 2 quatuors à cordes, ça serait peut-être plus intéressant encore. Ça créerait une phrase, ça créerait, etc. Je me suis mis à chercher les avantages, autour des avantages que je pouvais avoir avec 2 quatuors à cordes. Et voilà, puis en fait, avec quelques effets par-ci par-là, sur le Fender, sur le cornet, sur les cordes elles-mêmes, un travail d'arrangeur un peu plus appuyé que d'habitude. C'est la première fois que j'écrivais d'ailleurs pour les cordes. Je pense avoir trouvé un équilibre un peu style, comme je dis souvent, 1 kilo de plume, 1 kilo de plomb, quoi. Parlons du contenu justement. Comment vous avez choisi les thèmes? Parce que le répertoire de King Crimson est assez immense, et ils ont commencé dans les années 70 et poursuivi jusque dans les années 2000, non, je crois. C'est ça, 68, 69, plus ou moins. Enfin, l'histoire n'est plutôt en 67, mais King Crimson existe plus, on va dire 68, 69 vraiment pour le premier disque, et ça a fini. Enfin, ça continue encore. Je vais même savoir que récemment, quelques musiciens de King Crimson se sont remis ensemble pour travailler, etc. Donc ça s'est officiellement fini en 2003.
par rapport à la discographie, mais les projets de Fripp ont continué en parallèle. Déjà, il y en avait beaucoup, et jusqu'à aujourd'hui, Robert Fripp fait je ne sais combien de projets dans l'année. Autour de l'électroacoustique, autour de choses plus contemporaines, peut-être plus éloignées de King Crimson qu'à l'époque, mais comme quoi les premiers amours reviennent. Je viens de voir, je le redis, une vidéo ou une photo également de musiciens. Il y avait Trevor Dunn dedans, je sais plus quoi. Enfin, ils étaient 3 ou 4 de King Crimson à se réunir, je crois, à Tokyo pour répéter. Enfin voilà. Donc c'est quand même une musique vivante, ça pour le coup. C'est doublement, c'est mon sentiment, quoi. C'est doublement prouvé, et par le fait que, pour ma part, je crois que beaucoup de gens sont heureux de savoir que j'ai pu reprendre cette matière de manière un peu ludique quand même, et puis eux-mêmes, ces musiciens, continuent encore à faire vivre ce son incroyable de rock progressif que j'envie, quoi. Comment alors justement dans ce répertoire, donc on le disait, il est immense, comment est-ce que vous avez choisi vos thèmes? Comment vous les avez sélectionnés? Il y en a combien d'ailleurs sur le disque? Une douzaine, non, à peu près? Une douzaine, sauf un morceau qui correspond absolument pas à l'histoire de King Crimson, mais je fais toujours ça un peu, c'est l'effet de la page blanche avec une tache noire. Donc j'ai repris Riverman de Nick Drake, parce que j'avais envie de chanter cette chanson, c'est juste une envie, je fais comme à l'époque, aucunement attention à la pureté de l'événement, la pureté de l'objet, machin, tout ça ne m'intéresse pas, quoi. Je fais justement comme les années 70. D'ailleurs, je fais des disques qui vont à droite, à gauche, au milieu, machin. Et le lien entre ces objets, c'est le son. Et donc, pour en venir à votre question, je me suis amusé aussi à reprendre, par exemple, 21st Century Schizoid Man, et en faire un morceau pour 2 quatuors à cordes. C'est-à-dire qu'à chaque mesure, il y aura un scénario. À chaque mesure, chaque quatuor répond avec la tête du thème, avec des arrangements distincts. Voilà, je voulais aussi un peu frustrer le fan de ce groupe qui pense qu'à ce morceau, qui pense à un deuxième encore. Enfin voilà, je voulais aller à contre-courant de ce qu'on a l'habitude de faire en général, quoi. Je voulais séduire, mais par un autre côté. Et donc je voulais utiliser la suite de Lars Tong également, Lars Tong in Aspic. Par contre, il a fallu faire un choix, sinon j'aurais peut-être dû la finir. Je crois qu'il y a 4 parties, donc j'aurais fait déjà la moitié du disque. Alors, il a fallu suicider 2 envies, donc je me suis arrêté à l'Artong 2 et 3. J'ai pris évidemment Red, parce que j'avais vraiment envie de jouer un morceau totalement écrit. Et puis, voilà, c'est les choix par rapport au comportement, au pluriel, qu'on a en studio, qu'on a sur scène. Voilà, Dangerous Curves, c'est par exemple pour moi l'idée de faire danser les gens, tout bêtement, d'aller vers une danse, mais avec 6 temps dans la mesure, donc une impression de déséquilibre, mais voilà, en complémentarité avec des morceaux comme Indiscipline, qui est plutôt une pièce afro-blanche, quoi. Voilà, c'est des images des histoires que je me raconte pour être sûr que telle ou telle pièce que j'ai devant moi va être assurément arrangée et jouée plus tard sur scène.
vous avez rendu un hommage à Robert Fripp sans guitare, c'est pas tout à fait vrai. On entend de la guitare quand même, des solos de guitare. Alors là, comment vous avez... Comment c'est possible? Je pense justement, vous parliez de Lark's Tongues in Aspic 3. On entend, enfin moi j'entends des solos de guitare. Comment vous vous êtes débrouillé pour faire ça? Ça s'appelle schizophrénie. Ça s'appelle travailler le dédoublement de personnalité. Ça s'appelle tout bêtement imiter pour les enfants. Ça s'appelle frustration. Et ça encore, c'est une règle. Une loi vraiment excitante, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'envie prime sur plus sur que par rapport à la démarche, quoi, par rapport au concept. Ouais. Et donc l'envie de jouer les guitaristes avec des effets que j'ai utilisés pour le cornet précédemment, machin, prend une place énorme. Et je me retrouve dans cette cabine en train d'hurler parce que le morceau était lancé. Je sais pas, je n'avais que ça. J'avais plus que ça à faire et en même temps j'avais peu de temps, c'est une phrase lourde, peu de temps à la fin des enregistrements en fait. J'ai pensé plus aux autres qu'à ma pomme et donc côté solo il me restait plus qu'une journée pour placer ça et là des choses. Donc j'ai été au plus facile, c'est un peu moche ce truc, mais j'ai été un peu au plus rapide pour passer une journée de heureux. Des plus prolifiques quoi. Donc il y a de temps en temps la voix qui va utiliser les effets et imiter la guitare parce que ça allait tout bêtement plus vite. C'est bêta mais ça allait juste un peu plus vite. Justement, puisqu'on parle de l'enregistrement, comment s'est passé l'enregistrement en studio? Combien de temps ça vous a pris déjà d'abord d'écrire tout ça, parce qu'il y a quand même un travail d'écriture qui est colossal, et ensuite de l'enregistrer? Un an d'écoute, on va dire, une autre année de repiquage, d'arrangement, parce que souvent je repique les choses c'est-à-dire je les écoute, je les applique sur papier ou l'ordinateur maintenant. Et je les arrange en même temps, c'est-à-dire je ne fais pas ce qu'on fait souvent, on repique les choses, on les simplifie même style une basse, quelques accords et puis un thème, une grille et tout ça. Pas du tout. Je ne pensais pas du tout être jazzman là-dessus, je pensais juste être un arrangeur, c'est-à-dire comme si je m'étais mis dans une situation de neutralité quoi, presque par rapport à la chose. À l'objet. Donc j'ai arrangé tout de suite, ça a duré 1 an, et puis j'ai eu pendant presque 1 an une hernie discale à cause de ça, donc ça fait 3 ans. Et voilà, et à la suite de ça, j'ai dû enregistrer avec mes camarades à l'époque 4 ou 5 jours je crois. Avec les cordes, il y a eu 2 jours en tout. Ils étaient séparés, c'était la grande difficulté. Le premier quatuor a enregistré 2 jours, je crois, et le deuxième quatuor a enregistré, peut-être une semaine après, une seule journée. Donc en plus, j'allais dans d'autres problèmes physiques, c'est-à-dire que peut-être que le deuxième quatuor n'allait pas enregistrer toutes ses voix. Donc j'ai dû anticiper avec de l'orgue, avec une journée de heureux, que j'ai dû partager en 2 parties, c'est-à-dire entre ces histoires de voix, de guitare, de solo, qui m'étaient propres, et des arrangements de dernière minute avec le P3, avec l'orgue, avec d'autres trucs, etc., avec les cornets, les bugles, voilà. Et 15 jours de mixage par contre. Là on est loin du jazz, on a mixé 2 semaines, donc c'est un fastueux travail quoi. Ah ouais. Donc c'était ma question justement, quel a été le rôle de l'ingé son dans... C'est Manu Guyot je crois qui a travaillé sur ce disque? Tout à fait. Et c'est un merveilleux bonhomme qui a une expérience incroyable et qui m'a beaucoup aidé, par exemple, juste pour l'anecdote, à perfectionner mon anglais. Grâce à lui, j'ai pu chanter donc les quelques paroles qui sont sur Frame by Frame, etc. et sur Nick Drake notamment, sur Riverman. Alors la question qui vient tout de suite à l'esprit quand on entend un disque aussi arrangé, aussi sophistiqué, aussi pointu que ça, comment est-ce que vous arrivez à restituer tout ça sur scène? Est-ce que c'est possible déjà? Bah, l'idée de restituer, autant rester à la maison, hein, et puis regarder des DVD, quoi. Moi, la musique, je restitue pas, je me rappelle pas, j'ai pas de souvenirs, je suis vivant. Quand je mange à droite, à gauche, je mange pas de la même manière. J'ai des envies qui, quand je m'écoute, je vis mieux, je bouge, je suis en mouvement, je me répète pas. Et puis, pourquoi répéter, etc. C'est très
physique, logique, philosophique, métaphysique. Donc sur scène, je fais ce qui doit se passer sur scène. Hein. Quand on a des problèmes techniques ou de son qui viennent de je ne sais quelle enceinte, etc., à un moment donné, vous pensez pas au disque, hein, vous pensez à ce qui se passe maintenant. Vous voyez? Donc voilà, il n'y a aucun lien entre la scène et le disque, et j'espère que les gens devinent bien que ce sont deux mondes totalement différents. Que la restitution d'une chose est une bêtise humaine sans nom, quoi. Comme la photo, comme le film, comme la peinture, comme beaucoup d'art. On n'est pas là pour restituer, on est là pour inventer, on est là pour créer à partir de choses qui sont peut-être réelles, mais voilà, je trouve ça tellement évident, quoi. Donc voilà. Le mot n'est sans doute pas bien choisi. Évidemment, il s'agit pas de restituer, de recopier, mais il y a quand même des arrangements, il y a quand même surtout une orchestration de les deux quatuors. Ma question, c'est plus, est-ce qu'ils sont présents physiquement sur scène, et est-ce que vous avez, voilà, votre quartet de jazz avec les deux quatuors à côté? Oui, tout à fait. Ben, excellente question. Bien sûr que je veux que tout le monde soit sur scène, que le quatuor, 1 et 2 soient sur scène, qu'il n'y en ait pas qu'un pour faire le travail des deux, qu'il y ait que le jukebox pour restituer à 4 ce qui... Non, je comprends très bien. Non, maintenant, il faut tout le monde, évidemment, pour que le jeu continue. Il faut nous retrouver comme 3 entités, les deux quatuors et nous-mêmes, le jukebox, pour mieux créer cette électricité qu'il y a dans l'écriture. On a essayé une fois avec le jukebox à l'époque, dans un endroit trop résonnant d'ailleurs, de restituer en quartet ce que l'on avait fait à 12. C'était lamentable, c'était pauvre, c'était court. Eh bien justement, je vous propose qu'on écoute ensemble un des thèmes les plus étonnants de votre album, The 21st Century Schizoid Man, qui met en exergue les deux quatuors à cordes. Quels sont vos nouveaux projets, Médéric Collignon? L'idée est d'aller vers la voix un peu plus, une voix parole, hein, une voix chantée. Contrairement à ce que je fais depuis le début, que je travaille la voix, je l'utilise comme un instrument. Et là, pour le coup, j'ai fait quelques essais il y a quelques années de cela. Dernièrement, c'était avec Robert Fripp, donc King Crimson, et Nick Drake. J'ai envie de chercher dans le répertoire français, puis répertoire peut-être en anglaise, enfin à la limite de mes possibilités, des morceaux qui me parlent moi de ma vie, des choses que j'aurais voulu dire. Voilà, je vais essayer d'interpréter des chansons et puis d'essayer d'être tout seul dans mon coin pour les jouer. Donc je vais essayer d'arranger tout ça en solitaire cette année. Voilà, mais je vais faire ça à tempérament. Vous voyez, petit à petit, un jour là, un jour ci, un autre plus tard, dans 2 mois, hein, pour essayer de sortir quelque chose de moi qui est vraiment très 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 étranger. Je n'ai pas l'habitude de chanter avec des paroles, donc je vais faire un travail sur moi là pendant quelques temps, justement pour voir si en pressant le citron, il y a quelque chose d'intéressant qui peut
qui pourra sortir, je ne sais pas. Il me semble que la preuve est largement faite. Hein. Quand on écoute Riverman, franchement, quelle émotion! Vous avez une superbe voix. J'ai eu un petit doute, je devrais pas vous dire ça. Je me suis demandé qui chantait sur le morceau quand je l'ai écouté la première fois, puis je me suis dit, bah c'est évidemment lui, forcément. Mais ça ne sautait pas tant que ça aux oreilles. Donc c'est vraiment, je crois, un répertoire à creuser, cette idée de chant. Hein. Bah oui, je pense, c'est une bonne idée. Mais c'est très difficile parce que, comme je dis, c'est quelque chose de très étranger par rapport à ce que j'ai vécu depuis le début dans la musique. Je suis un instrumentiste avant tout, même avec la voix, j'instrumentalise les choses, j'instrumentise. Et à force, ce travail autour des phonèmes, autour de la voix voisée, autour des effets de voix, des choses qui n'existent pas ici ou ailleurs, je me suis créé mon propre piège. Donc je vais essayer de l'enlever de mon esprit et de mon corps, parce que c'est physique aussi, hein. Chanter une chanson avec des paroles, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à vivre physiquement. Donc voilà, je vais faire un travail là-dessus, et en parallèle je vais essayer de faire un projet aussi sur les musiques de films avec le jukebox, pour retrouver un jukebox à 4 autour de musique de Lalo Schifrin, David Shire, Quincy Jones. Enfin, j'ai dans mon panier plein de choses à faire. Bon, pour en revenir à la recherche du roi fripé, donc c'est le nom de votre tout dernier album, quand et où on aura la chance et le plaisir de vous entendre avec cette formule-là? Ça sera au New Morning je crois que c'est le 22 mars, donc on n'y est pas pour tout de suite, c'est pas pour tout de suite. 22 mars au New Morning, et évidemment avec les deux quatuors à cordes, avec tout le monde, et peut-être un invité ou deux surprise. Je vais essayer de m'affairer à ce genre d'idées pour réaliser mes petites envies, quoi. Et puis voilà, ce que je souhaite, vous me voyez pas mais je croise les doigts, c'est que cette année j'ai par-ci par-là, même si on est beaucoup sur scène, une poignée de concerts pour simplement faire perdurer le projet, parce qu'à un moment donné, quand il n'y a pas de concert, tout s'arrête et on est obligé de repartir sur d'autres contrées pour vivre un peu plus, enfin vivre de la musique, quoi. Je vis le même problème que la plupart des musiciens, donc voilà. Je croise souvent les doigts en ce moment. D'accord. Merci encore, Médéric Collignon, pour cette interview et de nous avoir accordé tout ce temps-là. On va se quitter sur Riverman, donc, qui est le dernier thème de votre album. Il clôture cet album consacré à King Crimson, mais c'est un thème écrit par Nick Drake, et on entend votre voix fameuse là-dessus, Riverman. Merci beaucoup, Médéric. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Betty came by on her way, said she had a word to say about things today, and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose where to lose, but she believes. Gonna see the riverman, gonna tell him all I can about the blood for Lalita. If he tells me all he knows about the way his river flows and all-night shows in summertime. But he said you bred today, Father's got to blow away
maybe stay. She wasn't true, for when she thought of summer rain calling for her mind again, she lost the pain and stayed for more. Gonna see the riverman, gonna tell him all I can about the band. I'm feeling free. If he tells me all he knows about the way his river falls, I don't suppose it's meant for me. Vous écoutez Planète Jazz, le tour de l'actualité du jazz en 60 minutes. Une émission produite et présentée par Bob Garcia sur IDFM 98.